Madame Jocelyne Kaplan, s'il vous plaît, généticienne spécialisée en génétique ophtalmologique. Et vous allez nous parler de la question, les progrès en génétique peuvent-ils être un instrument de trahison? Merci. Oui, pour avancer, droite, d'accord. J'ai été tout à fait passionnée par l'exposé précédent qui a exposé la très douloureuse trahison que constitue l'infertilité chez une femme et l'insupportable trahison que constitue la mort périnatale chez un couple. Je vais maintenant vous exposer la trahison du conseil génétique et plus précisément celui qui est lié... j'essaie. Celui... Je ne sais pas si ça marche. La trahison qui est en rapport avec une confiance absolue dans les progrès technologiques de la génétique et qui s'avère parfois décevant. Pour vous exposer cette trahison ou cette transformation brutale d'une confiance absolue en trahison, je vais vous raconter l'histoire d'Elsa. Elsa est une jeune femme qui s'aperçoit de façon totalement fortuite de troubles visuels d'un seul œil, absolument sans préparation, puisqu'elle s'en aperçoit en nettoyant au cours de sa toilette l'œil normal. Elle demande donc une consultation en ophtalmologie qui met en évidence une baisse d'acuité visuelle profonde d'un œil, un champ visuel très réduit, et l'imagerie et l'électrophysiologie révèlent une atteinte dégénérative de la rétine de l'œil atteint, alors que l'autre œil n'a aucune symptomatologie. Je la reçois en consultation de génétique car elle est enceinte. Devant l'atteinte strictement unilatérale d'un organe père, je formule l'hypothèse selon laquelle Elsa est victime d'une mutation somatique, elle-même pouvant être liée à la mutation d'un gène sur le chromosome X. Alors je suis consciente que ce jargon n'est pas facile à comprendre et je vais donc essayer de vous le exposer plus simplement. On peut considérer que les femmes sont des mosaïques cellulaires au niveau de leur chromosome X. Il faut bien comprendre que les femmes ont une composition chromosomique différente de celle des hommes. Certes, elles ont 22 chromosomes identiques chez l'homme et chez la femme, qu'on appelle des autosomes, mais la composition de ces chromosomes sexuels est de 2 chromosomes X, 2 très grands chromosomes, qui possèdent plus de 1000 gènes. Chacun de ces chromosomes X a une origine maternelle et paternelle. En revanche, l'homme a bien un chromosome X qui lui vient de sa mère, mais il a un chromosome Y qui lui vient de son père, qui est tout petit, qui possède très peu de gènes, entre 70 et 300 à peu près. Ce qui veut dire que les femmes auraient une supériorité génétique par rapport à l'homme. Mais il se trouve que la nature n'a pas voulu de cette supériorité-là pour la femme, et elle a inactivé un des 2 chromosomes X de la femme au tout début de la vie embryonnaire, et ceci de façon totalement aléatoire. Cette inactivation se produit au stade de segmentation qui suit la fécondation. Vous le voyez sur l'image de gauche que la plupart du temps, cette inactivation aboutit à 50% d'X actif maternel et 50% d'X actif paternel. Mais quelquefois, la nature se fait rebelle et l'inactivation ne se fait plus tout à fait par hasard. Et il se peut, vous le voyez sur l'image de droite, qu'il y a une grande différence entre l'X maternel actif et l'X paternel non actif. Et ceci peut aboutir à des défauts génétiques somatiques. Alors voilà ici la différence entre une mosaïque germinale et une mosaïque somatique. Une mosaïque germinale, c'est la fécondation par un chromosome, par un gamète mâle et une gamète femelle qui aboutit à un fœtus porteur d'une mutation que ne portaient pas ses parents.
Et l'adulte issu de ce fœtus aura la moitié de ses gamètes portant la mutation, l'autre moitié ne la portant pas. En revanche, une mosaïque somatique est le fruit de 2 gamètes strictement normaux, sans aucune mutation. Le fœtus ne porte pas de mutation dans ses gamètes, mais il aura une atteinte au niveau d'un tissu. C'est souvent la peau, c'est souvent l'œil, c'est souvent l'oreille, qui possédera une anomalie clinique liée à une anomalie génétique. Mais dans ces gamètes, il n'y aura aucune mutation. Donc il n'y aura pas de risque pour sa descendance. Voilà ici, lorsque un individu possède une mosaïque germinale, vous voyez l'homme qui a eu 2 épouses, il a eu 2 fois un enfant atteint de maladies génétiques alors que lui-même n'en était pas atteint. En revanche, voilà l'exemple d'une mosaïque somatique, ce qui va nous remettre dans l'histoire d'Elsa. Vous voyez ici en hausse une rétine d'une femme conductrice de rétinopathie pigmentaire liée à l'X. Même si vous n'êtes pas ophtalmo, vous voyez bien qu'il y a 2 cadrans différents dans cette rétine. Le cadran sombre est le cadran normal. La rétine est sombre, elle est rouge sombre. Alors que sur le cadran de gauche, il y a une atrophie rétinienne très importante donnant cette couleur jaune et des migrations de pigments qui ne devraient pas s'y trouver, car ces pigments se trouvent situés dans une couche qu'on appelle l'épithélium pigmenté et qui ne migrent pas dans l'ensemble de la rétine. Donc ça, c'est une mosaïque somatique au niveau d'un seul œil, mais il peut arriver que la mosaïque somatique entraîne une atteinte unilatérale d'un organe pair. Et vous voyez ce très beau chat qui est la représentation féline de l'hypothèse que j'avais formulée chez Elsa. C'est-à-dire, il a un œil totalement coloré, une partie du visage colorée, c'est la gueule, et l'autre complètement décoloré. Donc je formule l'hypothèse selon laquelle Elsa a une mutation dans un gène de rétinopathie pigmentaire situé sur le chromosome X. De fait, à cette époque-là, ça remonte déjà à plus de 2 ans, la séquence directe des 2 gènes de l'X révèle une mutation dans un des 2 gènes de ce chromosome X, mutation qui a été décrite, qui est référencée, qui a été publiée et qui est responsable d'atteintes sévères chez l'individu masculin. Cette mutation est héritée de la mère, totalement asymptomatique, et transmise également à sa sœur, également asymptomatique. Le conseil génétique que je lui donne est celui d'une atteinte sévère si elle avait la malchance d'avoir un fœtus masculin porteur de la mutation. Elle demande donc un diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal, s'il s'était agi d'un garçon porteur, aurait entraîné une interruption médicale de la grossesse. Par chance, elle atteint une petite fille qui est née depuis longtemps, qui a plus de 2 ans et qui va très bien. Mais 2 ans après, elle est de nouveau enceinte et elle revient me voir en demandant la même procédure. Sauf que, en 2 ans, la mutation portée par Elsa, qui encore une fois avait été publiée dans des revues scientifiques de haut niveau comme une mutation délétère, s'est avérée être rétrogradée en variant hypomorphe rare, variant polymorphe. Alors qu'est-ce que c'est qu'un variant polymorphe ? En fait, c'est une variation dans la séquence d'un gène qui ne s'avère pas pathologique. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé d'une mutation délétère en un variant non pathologique ? Eh bien parce que ce variant dans la séquence du gène a été retrouvé plus de 100 fois chez des individus absolument asymptomatiques, sans aucune atteinte rétinière, et que cette fréquence dans une population indemne a fait rétrograder la mutation en variant rare. Je la vois donc au début de sa grossesse, juste avant le diagnostic de sexe. Elle me demande la même procédure et je lui explique que malheureusement ceci ne pourra pas se faire puisque la mutation qui avait été identifiée chez elle n'est plus considérée comme une mutation. L'hypothèse de la transmission liée à l'X n'est plus crédible et il n'y a pas d'autre solution à lui proposer.
Évidemment, cette annonce est totalement dévastatrice. Elle est sidérée par cette annonce. Elle qui me faisait une confiance absolue, elle me dit « Mais alors, qu'est-ce que je vais faire pour l'enfant que j'attends ?» Et elle a raison, car non seulement on ne sait pas pourquoi elle a cette maladie, et on ne sait pas non plus si elle a un risque pour sa descendance. Mais elle me dit, mais vous vous rendez compte, ma sœur, depuis 2 ans, elle ne veut pas faire d'enfant parce qu'elle a peur pour une grossesse. Elle ne sait pas ce qu'elle ferait en cas de garçon, en cas de fœtus masculin atteint. Et vous me dites aujourd'hui que finalement, le risque n'existe plus, enfin ce risque-là n'existe plus. Et c'est cruellement vrai. Elle a absolument raison. C'est une vraie trahison. Alors, comme elle est quand même protégée par un ange gardien, le diagnostic de sexe qui lui a été fait révèle qu'elle attend une petite fille. Cette petite fille, depuis née, va très bien, mais rien ne permet de dire si ces 2 jeunes enfants, ces 2 jeunes petites filles, développeront un jour la pathologie de leur mère. Alors après cette douloureuse période, un exome total a été réalisé chez Elsa. L'exome total, c'est la séquence de toutes les parties codantes de tous les gènes de l'organisme. C'est une technologie lourde, laborieuse, la plupart du temps fructueuse, mais cette fois, elle n'a pas permis d'identifier la mutation responsable de la pathologie d'Elsa. Depuis, la sœur ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas si elle a un risque ou non. Je l'ai reçue plusieurs fois en consultation, je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, puisque le variant qui a été retrouvé chez elle ne peut pas être considéré comme causal, mais il reste le doute. Et puis, encore une fois, que deviendront les filles ? Alors c'est vrai, il faut comprendre que les progrès technologiques en génétique sont extraordinaires. Ils ont permis de révéler et d'affirmer des diagnostics cliniques incertains, mais ceci n'est pas l'absolue constance. Il y a environ 20 à 30% des cas dans lesquels aucune anomalie génétique ne permet d'expliquer une maladie considérée comme héréditaire. Et puis il y a de nombreux cas où l'ADN d'un individu révèle plusieurs mutations dans des gènes qui pourraient être aussi responsables de la pathologie. Et il faut donc interpréter, faire des choix, analyser l'ADN des parents, des enfants, des frères et sœurs. C'est une procédure lourde. Et ceci pour vous dire que c'est vrai, les progrès génétiques ont permis d'améliorer considérablement le conseil génétique, mais ne sont pas l'absolue, référence en matière de compréhension des maladies génétiques. Merci.